Ouais, allez. C'est parti. Alors, on va lancer la première photo, puisqu'il était question d'arbres, et d'arbres plutôt en ville. Alors, effectivement, comme je l'ai expliqué rapidement à 80% de l'auditoire, j'étais responsable d'une grande ville, encore il y a très peu de mois, celle de Nantes. Et c'est dans ce sens-là que j'ai pu évidemment parler d'arbres, de parcs, de jardins, de nature en ville, et qu'on a développé quelque chose. Alors, au-delà de ça, je commence à parler du prix national de l'arbre, dans lequel j'ai été juré. Et ce prix national de l'arbre est décerné à des villes, des villages en France. Et tous les ans, j'allais en jury en France découvrir ce que faisaient certaines initiatives. J'en ai mis quelques-unes parmi les meilleures, comme ça très rapidement. Ça peut inspirer, donner des idées. Et donc l'image suivante. Alors évidemment, Nantes 95, on était une des premières villes à avoir le prix de l'arbre. Et à l'époque, on avait su faire des choses. Donc ce qui nous avait permis de nous distinguer, c'était en particulier la protection des arbres en ville, les mesures de plan d'occupation des sols, plumes aujourd'hui, mais qui sont importantes à connaître. Aujourd'hui, n'importe quel maire peut classer les arbres dans sa ville, pour peu qu'il ait la volonté. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un village, une ville ou un village sur deux qui le fait. Mais clairement, c'est la première disposition légale, automatique et évidente et intelligente, c'est de dire j'ai un arbre remarquable, il est classé. Alors quand on est dans un parc comme celui-là historique, tout va bien. On n'ira pas abattre le chêne de 350 ans qui se trouve au milieu de la pelouse. Mais quand on est dans des villages, etc., un peu partout, on a vu disparaître des arbres incroyables. Je connais le figuier de Roscoff, qui était un monument historique en Bretagne. Le propriétaire, il va faire du mode chauffage, il n'y a pas de problème. Donc le plus bel arbre de France a pu disparaître du jour au lendemain. Donc cette question du classement des arbres, c'était quand même une notion importante. Elle existe, elle est active, on peut la faire. C'est une initiative vraiment là, locale, sous la pression d'associations, pourquoi pas, mais c'est quand même les élus au départ qui le mettent ou ne le mettent pas en place. Après, effectivement, planter sur réseau, c'était un autre élément important qu'on a réussi à mettre en place et à dégager à l'époque, parce que pendant longtemps, on ne pouvait pas planter sur les réseaux. Or, les villes sont truffées de réseaux, ce qui fait qu'on ne pouvait pas planter dans plein d'endroits. On disait à chaque fois, non, là, il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a l'eau, passez votre chemin. Et ça, on a réussi à faire contrôler ça à l'époque. C'était en 95. Image suivante. Voilà. Ça n'a pas d'impact, du coup, sur le réseau le fait de planter. Si, alors ça peut avoir un impact, mais ce qu'on avait réussi à mettre au point, c'est dans cette convention, qui aujourd'hui a été reprise dans d'autres villes, c'est qu'on choisit, on calibre les arbres en fonction des réseaux. Donc on connaît d'ailleurs à peu près les puissances des racines, et on sait qu'il y a des arbres qui sont vraiment pourris, enfin pas pourris, ils sont excellents, mais par contre ils aiment bien attaquer. Voilà. Donc on avait une sélection d'arbres par rapport à ça, voire des mesures de protection éventuellement avec des bâches, etc. Voilà. Avec ça, ça a quand même permis d'augmenter le nombre d'arbres dans la ville. Ce qui est un vrai sujet en ce moment, parce que tout le monde veut planter des arbres, c'était un peu mon titre, l'arbre à tout prix. J'étais encore avec Bordeaux en ligne il n'y a pas longtemps, qui veut planter 1 million d'arbres, c'est vraiment... on voit que, et là, il y a un moment, ça sentait la course à l'échalote, parce qu'il y avait 100 000, 200 000, qui dit plus, et là, 1 million, et là, tout le monde s'enflamme. Alors après, c'est la discussion que j'avais avec Bordeaux, et je vais retourner bientôt. Oui, 1 million, mais comment et pas n'importe comment, parce que quelque part, les arbres, il faut qu'ils tiennent après, c'est un élément durable. Il faut que ça vive 350 ans éventuellement, voire moins, mais on est bien d'accord. Et donc, dans un effet d'annonce, on est connu comme ça plusieurs, des fois ça ne tient pas la longueur, c'est-à-dire avec des aberrations. J'ai un exemple également, j'ai vu un rond-point il n'y a pas longtemps, ici il va naître une forêt. Alors, c'est marqué Mini Big Forest. Alors, voilà, ça c'est vraiment le truc de com typique où on vous dit ici on va planter 300 arbres sur un rond-point. Bon, à la fin il ne restera qu'un. Donc voilà, en gros. Alors pourquoi pas, c'est une technique, mais d'un point de vue, on revient contre la communication et la réalité des choses, il y a quand même toujours un chemin à maîtriser. Voilà, donc ça rappelle des choses, on va passer, parce que je ne vais pas parler de la ville complètement. La notion de ville arboretum, c'est quelque chose qu'on avait quand même lancé il y a longtemps pour dire pourquoi pas, parce qu'on savait qu'on avait une belle histoire, un port, une introduction, des arrivées, et que de fait, ici, il y avait une diversité végétale supérieure à la moyenne. Donc on a proposé ce nom de ville arboretum, qui est resté pour une partie, et depuis, donc, on a effectivement augmenté ce parc avec les membres qui sont ici et qui sont liés à la ville. Image suivante, on y reviendra à cette ville arboretum. Alors par contre, c'est flou, il faut être honnête. C'est sur le... Excuse-moi, c'est celui-là, je pense. Voilà, c'est ça. 300 000 sur le territoire de la commune. Il y a 300 000 arbres sur la ville elle-même. Sur la ville elle-même, sur les 6 000 hectares de la commune. 300 000 arbres, c'est à peu près ça. Ce qui fait quand même une surface verte de 50% globalement dans la ville, ce qui n'est pas si mal par rapport à d'autres grandes villes. Voilà, tout à fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, alors les surfaces sont plus importantes, parce que c'est un autre sujet au-delà de l'arbre, c'est qu'après, évidemment, il y a des urbanistes, il y a des politiques qui ont des coups d'avance et d'autres pas, c'est clair. Et nous, on est rendu à 1200 hectares d'espace vert. J'ai participé de ma façon, mes prédécesseurs aussi, mais c'est à comparer à 500 hectares à Lyon, ou à 300 hectares à Bordeaux, ou à 200 hectares à Lille. Donc vous voyez que là, derrière, il y a un moment, ça a bougé plus dans les plans d'urbanisme, dans la prévision des choses, etc. Et ça fait que ça a avancé.
Donc là, on a des vitesses variables. Il y a d'autres villes qui ont fait des choses très bien. Mais c'est clair que tout démarre quand même dans les plans d'urbanisme, sur la construction qui est faite initialement. Et puis voilà, on avance plus ou moins vite. Néanmoins, donc voilà d'autres villes qui ont eu des prix de l'arbre. Il y a eu Toulouse en 99, c'est pas si loin d'ici. Eux, c'était sur des programmes de préverdissement à l'époque. Ils préverdissaient tous les quartiers autour. Récemment, j'ai eu des échos comme quoi c'était pas aussi net aujourd'hui. C'est-à-dire que du préverdissement, ça me rappelle d'autres choses qu'on s'est dit. Finalement, après, on l'oublie un peu dans les temps. Voilà, je résume, mais c'est un peu ce qu'on m'a dit de là-bas. Roubaix, effectivement, a fait des choses plutôt intéressantes avec évidemment des dimensions sociales spécifiques. Nancy, on va continuer l'image suivante. Je ne vais pas vous emmener que dans les grandes villes, parce qu'on est quand même ici dans une ville plus petite. Lyon, modèle dans le genre, je pense, malgré tout, elle n'est pas loin, avec 3 chartes de l'arbre, c'est celle qui a fait le plus de chartes de l'arbre. C'est quand même un document fondateur pour dire, voilà, on va vers ça. Donc là-dessus, ils ont été quand même bons, même s'ils n'ont pas beaucoup de surface d'espace vert. Au niveau des arbres, ils ont mis des structures qui fonctionnent très bien, et je tiens à le souligner. Nîmes a la caractéristique d'avoir quand même conservé des grands arbres en forme libre, ce qui est pas si commun que ça, finalement, dans le sud, parce qu'il y a quand même tendance à léguer dur. Très dur, je vois encore dans les circuits que j'ai fait encore pas très très loin d'ici, les platanes poteaux, vous en avez un paquet encore, et autant en ville on peut en avoir aussi parce que les gens râlent légitimement, on leur fait le long, mais bien souvent j'en ai revu encore sur la route là en me disant mais ceux-là pourquoi ils sont taillés et on voit aucune raison objective pour ça, ils font le nombre même presque utile quoi, donc utile. Donc ça c'est un vrai sujet. Image suivante. Alors ensuite, après ça c'est les arbres d'avenir qu'on a fait à un moment, c'était une idée qui finalement rappelle les mini-big forests, c'est-à-dire des petits groupes d'arbres plantés jeunes, parce qu'on a quand même noté qu'en plantant jeunes, on avait un résultat meilleur sur la durée, surtout que si on faisait un groupement un peu constitué, ce qu'on faisait ici, et ces mini-big forests de l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était des petits éléments comme ça boisés, le bosquet disons plutôt. Ces petits bosquets, ils sont aujourd'hui, donc c'était en 2006, ils sont, alors j'aurais dû remontrer des photos, ils sont très beaux, quoi. Ça a vraiment bien fonctionné. Voilà, donc quand on peut avoir le temps d'avoir des jeunes arbres, c'est plutôt mieux. Image suivante. Ensuite, évidemment, l'aspect participation, c'est un élément important. Comment faire que les gens assimilent le projet, s'y intègrent, le respectent. Ça, on a plein d'exemples. À Saint-Denis, par exemple, prix de l'arbre, alors que tout le monde parle de Saint-Denis plutôt pour dire que c'est une ville dure. Elle l'est, mais du coup, par contraste, il y a eu des politiques plutôt assez énergiques. Tourcoing, c'est le cas. Les Mureaux, voilà, donc des villes qui ont su allier habitat social dense et pourquoi pas plantation d'arbres. Alors même que statistiquement en général, on a noté qu'en France, il y a une vraie corrélation entre le niveau de vie par quartier et le nombre d'arbres. En général, c'est presque une courbe. Plus c'est pauvre, moins vous avez d'arbres en substance. Hein, voilà, c'est aussi net que ça. Certaines villes ont réussi à contrarier ça. J'aime beaucoup Fraisse-sur-Agou, qui est une toute petite commune, pas très très loin d'ici, où là, une élue incroyable, prof d'école, alors je ne sais plus son nom d'ailleurs, parce qu'elle n'est plus la mère, mais avec des habitants dans un village, a fait un truc absolument hallucinant. Donc Fraisse-sur-Agou, c'est dans les Cévennes, donc c'est pas très loin. Et vraiment ce qu'ils ont fait, c'est un modèle. Franchement, des grandes villes ne le font pas aussi bien. Dans le sens où il y a un vrai respect profond de l'arbre, il y a une vraie valorisation des arbres, il y a un travail avec les scolaires systématique, ils ont fait une chaufferie à bois communale gérée sur leur propre forêt, les habitants sont impliqués, enfin franchement, il y a une osmose dans ce village autour de l'arbre. Évidemment avec des gens à la baillette, hein, et je vous dis, des ex-enseignants, c'est pas mal des fois, ils ont quand même des fois de bonnes formations qui leur permettent d'avancer. Mais c'était le cas sur Fraisse, donc je tiens à le dire. Au Simon, c'est pareil, c'est une toute petite commune, et en 2007, elle a le prix de l'arbre. Voilà. Image suivante. Alors, d'autres ont été un peu nominés sur des questions d'entretien, sur les qualités d'entretien, c'est-à-dire des arbres bien gérés, avec des équipes bien formées, parce qu'on en parle, on y revient également là aussi, il y a des professionnels, des arboristes, des lagueurs, etc. Et là-dessus aussi, il y a des certificats, et il y a des associations, il y a des fabricants de totems, et puis il y a des vrais artistes. Alors prenez les artistes, parce qu'en général, c'est plutôt mieux au niveau du résultat final. Donc ça, il faut le reconnaître. Et il y a des villes pour ça qui ont su travailler, s'associer avec des gens avec du vrai savoir. Et voilà les villes qu'on peut citer, Tourcoing, Versailles, Roubaix. Toutes ces villes-là, pour moi, sont des villes qui ont mis en place des équipes d'élagage constituées, compétentes, bien encadrées. Image suivante. Angers aussi est régulièrement cité. Crépy-en-Vellois, ça m'avait assez amusé aussi, parce que c'est pas une grande ville. Il y avait un gars plutôt malin qui avait découvert que finalement les bordures de voirie avaient tendance à
à empêcher l'eau de rentrer dans les fosses d'arbres et dans les plantations. Donc il a commencé à faire une machine à araser les bordures. Et donc, quand on les a vus, ils arrachaient toutes les bordures et finalement, l'eau allait finalement aux plantations et ils nous montraient plein d'exemples. Ils disaient, voyez, là, nos arbres, ils sont 2 fois plus gros que. Voilà, vous voyez, on a fait des tests. Et effectivement, dans la ville, on a quand même un petit problème autour de l'eau. Et souvent, l'eau, elle est à 99,9% renvoyée dans les égouts. Ce qui fait que nos arbres qu'on met en ville sont des conditions de subsécheresse, ce qui explique d'ailleurs que les platanes se portent plutôt mieux que d'autres et qu'aujourd'hui, ça remet totalement aussi en cause le fait de dire. Prenons les essences locales, quand on est en ville, c'est quasiment impossible, puisqu'on a créé des conditions qui ne sont pas des conditions locales, qui sont des conditions exotiques d'à peu près 3 à 500 km de distance de la réalité du site. C'est-à-dire qu'en gros, à Nantes, en eau et en ensoleillement et en effet venturi de ce qui se passe, en gros, ce sont des arbres qu'on va trouver plutôt dans la Sierra Nevada en Espagne qui correspondent assez bien. Voilà, donc juste pour relativiser aussi cette histoire de dire seule la bonne essence locale. Attention, on est ici dans un village. Là, on peut commencer à être un peu plus... la question ne se pose plus de la même façon. Tant mieux, c'est important de le signaler. Mais dans les villes, et en général les villes, on est dans des milieux artificiels. Alors voilà, les cimetières aussi sont des politiques assez intéressantes. Amiens, 2012, avait eu un prix avec des cimetières dont il faut remarquer que Jules Verne est enterré là-bas. Et quand vous voyez ce cimetière végétal, voilà, c'était encore une situation où moi, à Nantes, on n'avait pas ça encore. On a bougé il y a seulement 15 ans. C'est un des derniers trucs qu'on a bougé parce que du côté des cimetières, les gens étaient hérissés. Pour eux, il fallait faire mourir 3 fois les gens, faire mourir tout ce qu'il y avait autour, bien sûr, désherber. Et on a mis des hectolitres, quand je dis des hectolitres, des camions-citernes sur les cimetières depuis des années et des années. Si on mettait le nombre de camions-citernes de désherbants, mais en matière active pure, on en met sur les cimetières. Les gens, je vous rassure, ne vont pas se lever de leur tombe. Il n'y a pas de problème, on a fait ce qu'il fallait. Alors, heureusement, par un miracle, Amiens n'avait jamais utilisé d'herbicide. Finalement, pour la balade, c'est plutôt plus sympa, comme le cimetière Parc à Nantes, qui est un modèle dans le genre. Et alors, Robert Jean-Gel découvre, il en parlait tout à l'heure, il dirait c'est un cimetière incroyable. Là, on est en appart, finalement, et puis par hasard, on peut tomber sur une tombe, mais finalement, on a l'impression que les gens qui y habitent sont plutôt mieux dans ce type d'espace. Voilà, image suivante. Alors après, on voit aussi que dans les grands thèmes, c'est la réduction des niveaux de chaleur. Donc il y a plusieurs villes qui ont été volontaires, qui ont essayé de déminéraliser, de limiter la taille des voies de circulation. Voilà, Rungis, Maromme. En Maromme, ils ont fait des choses bien aussi, on voit bien, cette petite ville près de Rouen m'avait amusé, pas amusé, ils ont fait des choses sérieuses, y compris démolir des bâtiments et planter à la place. C'est pas si souvent que ça, parce que le terrain coûte cher. Belfort, voilà, image suivante. On voit ici à Nantes, c'est des projets là qui sont en train de se mettre en place, un peu comme partout. Et du coup, moi j'avais cité ça juste avant de partir. C'est les derniers trucs que j'ai fait à la main avant de partir, enfin plus qu'à la main d'ailleurs. Donc j'ai appelé ça Horizon Vert, en disant finalement dans une ville, il faut à un moment se dire, on ne peut plus ne pas avoir de sa fenêtre un minimum d'espace vert. Il faut pouvoir avoir des feuilles, quelque chose comme ça. Et quand on va d'une école à son domicile, il faut pouvoir avoir du vert. Mais ce n'est pas toujours automatique. Il y a encore des endroits partout en France et à Nantes aussi où vous pouvez tomber sur un espace de votre fenêtre où votre enfant aille jusqu'à l'école. Il n'y aura pas un seul gramme de verre, parce qu'on a conçu des villes hyper minérales. On va y revenir, c'est vraiment un sujet important. Donc, il y a trop d'arbres à Marseille. Oui, c'est trop dingue. Alors, si vous saviez... Marseille, c'est le top... Pour moi, c'est le top inverse. Vous voyez, je l'ai fait. Marseille, il n'y a pas plus minéral que Marseille. C'est une ville terriblement minérale. Oui, mais ça continue la destruction des arbres. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup. Je veux dire, alors, par ça en nombre, j'ai les chiffres en tête. Marseille, c'est vraiment le top inverse. Et pour moi, dans le sens inverse, c'est celle qui commence. Donc, les surfaces d'espace vert sont très faibles, etc. Alors, par des jeux en plus, c'est des jeux de communication. Marseille est même apparu à un moment comme une ville très verte, parce qu'il y a une espèce de classement de fait. Et si vous changez le périmètre, si vous prenez toutes les calanques, là, d'un seul coup, ça devient très vert. Vous considérez tous les forêts comme des forêts. Ils l'ont fait. Et comme ça, vous avez vu apparaître dans les tops Marseille avec Montpellier. Bon, Montpellier encore d'accord, mais Marseille, non, vraiment, ça ne m'était pas passé le chien de la gorge, parce que vraiment, je l'ai fait. Marseille, c'est hyper minéral, il y a très peu de parcs, c'est vraiment une ville très dure. Voilà, donc, Horizon Vert, voilà, c'est les images que moi je présente au début, c'est facile, on prend des palettes graphiques, et puis on leur montre un endroit pourri, c'est à Nantes, ça prouve qu'on n'est pas parfait non plus, et puis vous leur mettez des arbres, et vous dites, voilà, l'école, là, on est dans une école. Vous voyez, mettre 3 arbres, ça va pas changer, c'est pas énorme, mais ça marche, et c'est vers ça qu'il faut aller. Image suivante.
Alors voilà, je me suis amusé hier parce que je me dis, oh, j'arrive à Saint-Georges-d'Erac. Et là, je vois cette magnifique rue en arrivant. Je dis, oh là, il faut que je la mette là, ça va plaire aux gens d'ici. Je dis, on vient de faire un aménagement ici, en enrobé, tout neuf. Les trottoirs sont nickel. Hein. Franchement, on peut passer l'aspirateur, c'est parfait. Mais même pas une présence de verre, quoi. Alors que toutes les petites rues autour, heureusement, sont plutôt sympas. Il y a des petites villas d'Espagne sur les côtés. Enfin voilà, ça sent un peu le village. Et là, non, il fallait qu'on fasse comme dans les villes, c'est-à-dire droit, recta, et là, pas une place pour un brin d'herbe. Celle-là, elle est pas mal, hein. Je vais la garder pour d'autres conférences, elle est vraiment bien. Donc on voit que là, quand même, au jour d'aujourd'hui, avec ce que l'on sait sur le sujet, avec les opérateurs qu'on a, les paysagistes, qui sont quand même les gens qui travaillent le végétal et qui sont plutôt aujourd'hui habiles, et vous allez voir qu'on fait des choses très bien avec des paysagistes, on ne doit plus avoir ça, c'est pas possible. D'autant plus que ça coûtait, enfin j'ai pris à peu près en tête de ce que ça coûte ça, on est en général très cher. Là on est à presque 2 millions d'euros, hein. Je te donne un chiffre lancé, mais vraisemblablement cet effet-là. Donc c'est quand même des gros moyens. Hein. Pour ce prix-là, je peux vous faire des hectares de parcs et jardins, il n'y a pas de problème. Et ça c'est aussi un élément, c'est que les rois du bitume, la voiture, a imposé ses codes partout. Donc on fait du bitume. Il n'était pas trop cher en plus, enfin 2 millions quand même, hein, mais bon, il va être plus cher, tant mieux, parce que ça va quand même permettre de le mettre là où on a besoin et pas ailleurs. Parce que globalement, on peut considérer qu'aujourd'hui en France, 50%, c'est-à-dire la moitié du bitume, vous pouvez le retirer directement, sans hésiter, sans changer grand-chose. C'est-à-dire qu'en gros, les voitures, on a fait de la place pour qu'elles puissent se garer au moins 18 fois dans différents endroits. Il y a des parkings trop grands, il y a des voies trop grandes, voilà. Donc on a du bitume partout, mais c'est pas cher, donc on l'a mis partout. À un moment, ça va revenir à la raison, parce que le bitume est plus cher d'une part, et puis ensuite parce que là aussi, on sent que les gens, ils ont besoin de verre, et vous allez le voir. Alors, image suivante, l'arbre à la reconquête de la ville. Juste pour montrer que... Pardon ? Les voitures vont moins pouvoir rouler aussi. Les voitures vont... Alors oui, mais bien sûr qu'à Nantes, on roule moins bien. Et je ne sais pas si j'ai la photo, je crois que je l'ai, je vais vous la montrer, parce que c'est une belle histoire, ça aussi. Les voitures roulent moins bien, mais elles ne sont jamais bien roulées, ça fait 40 ans qu'elles ne roulent pas bien, les voitures. Donc là, il y a des gens qui me disent, vous avez vu, avec vos arts et vos espadères, c'est bien, hein. Alors les voitures, hein, quel bordel. Alors, je dis, vous vous rappelez, là, vraiment, c'était pas le bordel. Alors, on remonte le temps, 1970, bah non, 1960, on n'était pas là. Donc en fait, le bordel dans les villes, c'est quand même récurrent depuis longtemps. Et j'ai une image qui est assez... Je ne sais pas s'il est dedans, je crois, on va peut-être la voir. Ce qui est sûr, c'est que vert ou pas vert, c'est 2 à 4 degrés d'écart. Ça, on l'a mesuré, c'est évident. Donc, on peut gagner. Et même plus des fois, quand on est par rapport à des sites encore plus exposés, comme la plateforme de l'aéroport, là on prend 6 degrés d'écart, carrément. Image suivante. Ça, c'est intéressant, cette image aussi, c'est la cité radieuse à Rezé. Parce que finalement, Le Corbusier, qui était un architecte, quand il a dessiné ses premières cités, il les avait dessinées dans la verdure. C'est à Marseille, c'est les premiers grands immeubles. Non, alors il y en a même à Marseille. Sauf qu'à Marseille, il n'y a plus les arbres autour, je crois. Ça, c'est celle de Nantes. C'est celle de Nantes-Rezé. Mais le Corbusier, quand il fait ses immeubles, qui sont les immeubles qu'on voit partout en clair, hein, voilà. Mais il avait quand même dit, ce qui est important pour les gens, c'est de la lumière et du verre. Il avait écrit. Et donc, la lumière, je fais des immeubles que je surrose d'ailleurs de pratiquement 1 ou 2 étages, c'est le cas, de telle façon qu'on exauce des arbres, et je mets ça dans les arbres. Voilà, on la voit ici. Le problème, c'est de Le Corbusier, on a gardé que la cité radieuse dans son côté bâtiment, qu'on a reconduit à des dizaines d'exemplaires à Marseille comme ailleurs. Mais la partie verte et arbre qui était prévue dans le projet initial, on l'a complètement oubliée. Hein, voilà. Sauf que ça change tout. Hein. Elle existe à Marseille, mais justement, il y a un grand projet contre lequel on se bat, j'habite juste à côté. Ah oui. Il y a un supermarché qui est un peu plus loin, et il y a encore un parc, enfin, il n'est pas très grand, mais c'est une bagarre pour essayer de le conserver. Hein. Ben oui, non mais alors même que c'est vraiment dans le projet initial, et puis c'est évident que les gens, ils ont besoin, alors ils peuvent vivre, on peut les mettre comme ça sur plusieurs étages, etc. Mais pour peu, là encore, qu'on ait un accès vers quelque chose de sympathique. Mais autrement, ça devient très compliqué. Si vous voulez ça en face de ça, c'est pas au quotidien, quand il y avait le Covid, ce qu'on aime voir tous les jours, 24 heures sur 24. Image suivante. Voilà, après c'est des projets pour montrer que l'arbre à tout prix, ça peut monter dans les prix. C'est-à-dire que quelque part aussi, jusqu'où on doit aller. Alors là, c'est Bosquet Verticale, qui est vraiment l'immeuble, à mon avis, le mieux réussi à Milan, de plantation sur immeubles et arbres. C'est plutôt réussi, hein. Franchement, les arbres ont bien poussé, ça a été bien construit. Les ingénieurs qui ont bossé là-dessus ont mis des bonnes conditions de culture, etc. Donc en particulier, on parle plus de l'architecte, mais la technicienne qui s'appelle Laura Gatti a fait des choses vraiment bien. Donc c'est un bon exemple. Seul défaut, cher.
cher. Donc ça veut dire que ces immeubles-là sont des immeubles haut de gamme. Et en fait, c'est un peu ça le problème pour l'instant, c'est pas faire vert et pas coûteux. Donc voilà, donc ça ne règle pas tout. Il n'empêche que c'est intéressant à voir comme image suivante. Puis du coup, il y a des choses comme à Paris là, qui vont arriver, là, vous voyez, où on va planter des arbres sur les immeubles. Ça va être ça au-dessus du périphérique. Hein. Vous voyez, c'est un sacré bébé. Et là, donc un espèce de projet fait par Fujimoto. Il doit être en cours de réalisation actuellement. Donc voilà, mais jusqu'où ça va? Parce que là, je veux dire, les arbres deviennent presque un peu aussi des faire-valoir ou des images. Voilà. Et pour le prix d'un arbre là, à mon avis, on peut en planter pas mal ailleurs. Donc on arrive à une limite aussi du truc. Image suivante. Alors là, c'est un projet encore plus énorme, puisque c'est un projet que j'ai suivi. Je vous le montre parce qu'il fallait bien que je vous montre des choses un peu originales étant venu ici. C'est donc des projets que l'on fait avec les concepteurs des machines de Lille. Machines de Lille, c'est un éléphant mécanique, c'est des géants qui se baladent dans des spectacles, vous les avez vus un peu partout. J'ai la chance d'avoir travaillé avec ces gens-là pendant longtemps, et j'ai encore la chance de travailler avec eux après, puisque je vous ai expliqué que j'avais laissé mon poste à un successeur légitime. Et voilà, donc on continue à avoir des projets. Donc cet arbre héron, qui est une espèce de structure de 45 mètres de haut, dont je dis que c'est le plus grand jardin suspendu après Babylone, qu'on est en train de réaliser. Donc c'est une promenade végétale dans un arbre, avec des hérons mécaniques, des animaux mécaniques. Alors il y a du débat, il y a du débat parce qu'on va faire ça en ville, parce que d'un côté environnement, aujourd'hui, il y a des réactions disant est-ce qu'on doit faire ça? Alors c'était sur le coût au départ, maintenant c'est moins sur le coût que sur la question de l'attractivité, parce que ça va être trop attractif. Oui, mais c'est dans le propre de l'homme de faire des choses attractives et on ne va pas démolir les cathédrales pour autant, donc ça va être le cas, certainement, ça va être attractif. Au-delà de ça, quand même, ça va faire une promenade pour les gens qui va être assez sympa. On fait en plus des systèmes qui font qu'il y aura des accès payants pour certaines parties, mais on pourra quand même les visiter comme on le fait déjà avec nos machines, qui sont visitables gratuitement quand on veut les voir en action. Donc ça, c'est pas un vrai argument. Et puis après, on va avoir une espèce de zoo mécanique, certes, mais qui au moins respectera les animaux au quotidien, puisque ceux que vous verrez, ils seront absolument ni en cage, ni mal alimentés, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc ça c'est pour parler d'un projet un peu hors norme. Image suivante. Alors on voit aussi ces reconquêtes de voies, ça passe par des choses intéressantes. Hein. Alors c'est en 89 qu'on fait la promenade plantée, je ne sais pas si vous l'avez visitée à Paris, elle est intéressante. C'était une voie ferrée suspendue au-dessus de Paris, et on l'a transformée en promenade végétale, elle fonctionne très bien. Et après elle a été copiée, image suivante, à New York, logiquement si j'ai bien fait dans l'ordre. Alors c'est encore pas. Alors il y a Paris, le premier jardin suspendu, c'est Michel Pénat qui le fait sur la dalle atlantique au-dessus des gares Montparnasse. Vous voyez les images récentes, vous voyez qu'on peut planter sur une terrasse et 40 ans après c'est encore très, très convenable. Et il a fait la même chose sur la promenade du Paillon à Nice, que vous avez sûrement visité aussi, c'est pas trop loin d'ici tout ça. Et donc voilà des images où on peut, là où il y avait finalement minéral, parce que là c'était les voies de train qui étaient là, donc on aurait pu aussi dire finalement c'est très bien les voies de train. Là on a fait un jardin et le jardin il fonctionne plutôt pas mal, donc presque 40 ans après. Image suivante. Alors on voit des choses comme ça aussi incroyables. Séoul, regardez ici, ce que vous voyez ici c'est une autoroute. C'est-à-dire que l'autoroute a été vidée de ses bagnoles en plein centre-ville en disant ça y est, alors Séoul ils écroulent sous le bitume et là ils ont été à 100%. Donc ils ont fait marche arrière. Et l'autoroute centrale, à un moment ils ont dit bon on coupe l'autoroute d'un côté, on le coupe de l'autre et on fait un jardin. On appelle ça maintenant le jardin botanique de Séoul. Et du coup là vous voyez c'est des bretelles de raccordement, ça c'était l'ancienne autoroute, et on met des bacs, et on met des plantes, et on met des piscines, et on met des pataugeoires, et maintenant c'est devenu le jardin de Séoul, le centre-ville. Donc pour dire qu'il y a des retours d'histoire qui sont assez hallucinants, comme à New York, qui est la High Line, qui pour moi est un des projets les plus incroyables, qui était aussi une voie ferrée minérale, qui a été transformée en jardin grâce à des paysagistes, donc Corner et Pitudolf. Et grâce à ça, aujourd'hui, la promenade là est devenue un succès considérable, trop même, parce que du coup, dans ce boyau passe un monde fou. C'est la seule façon de passer en dehors des voitures à travers New York, donc finalement, ça a une force. Alors donc, ce genre de projet un peu dingue, pas dingue, parce que finalement, ils sont réalisables, on les voit commencer à sortir à des prix élevés, parce que bien évidemment, tout ça, c'est pas non plus gratuit. On est d'accord que là, on est sur des budgets importants. J'ai même entendu parler d'une promenade plantée, je crois aussi, qui devrait avoir lieu à New York, mais dans un souterrain, avec de l'éclairage, etc. Donc là, on va très loin. Image suivante. Alors là, c'est à Nantes, du coup, c'est des opérations que je montre, parce que c'est des opérations pas si chères. Là, ça part d'un parking qui se trouve au bord de la Loire, plein sud. On a un espace qui est complètement bouffé par les voitures, on le voit ici, comme je vous dis, vous voyez bien que les voitures prennent beaucoup de place. Alors, en plus, comme on a été vraiment pas attentionné du tout, on a laissé la place, donc des places ensoleillées au bord de rivière pour des voitures qui stationnent à longueur de journée. Et pendant ce temps-là, les piétons, on les a mis, bien évidemment, coincés là-bas sur 2 mètres de large, quoi.
peut considérer aujourd'hui que même en n'étant pas... Voilà, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein. Donc là, du coup, le maire me pose la question il y a 5 ans à peu près. Non, juste avant ça. Oui, c'est ça, à peu près. En me disant, mais ce truc-là, on ne peut pas faire quelque chose, là, parce que moi, j'aimerais bien bouger ça, mais là, le temps presse, les élections approchent au passage. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, etc. Et là, je me dis, bah, écoutez, j'avais une idée derrière la tête, c'était de mettre la pépinière municipale sur le quai. Donc je dis, on va mettre la pépinière municipale sur le quai, au moins une partie, et comme ça, les gens ils vont voir les arbres qui poussent, et puis les arbres, on vient les mettre, et puis on mettra les étiquettes, tout ça va. Alors on a fait ça, finalement. J'avais demandé 18 mois, on en avait 9. Et en 9 mois, on a tombé un projet comme ça, qu'on a fait en régie intégrale avec nos équipes, etc. Bon, on a un designer, bien sûr, qui est chez nous, qui nous a aidés pour le faire, etc. On a trouvé quelques artistes sympas, sculpteurs. Et puis, on présente les végétaux, les collections végétales, les chênes, etc., etc. Et cet espace-là qui a été repris à la voiture, on a fait un sondage à la fin, 97% des gens trouvaient ça super bien ou bien. C'est pas mal, finalement, parce que tout le monde avait peur de dire « Oh là là, si on touche au parking, on va se faire tuer, etc. » Finalement, pas tant que ça. Donc, le projet, il est adopté. Donc, aujourd'hui, qui était événementiel, est en train de devenir pérenne, sauf qu'il va falloir changer le contreplaqué de bas de gamme par autre chose demain. Et il n'empêche que ça n'a pas coûté très cher. Hein, cette opération, on a fait 500 mètres d'aménagement, et franchement, c'est pas de balle pour... c'est moins cher que la rue qu'on avait tout à l'heure. Hein. Voilà, image suivante. Ben voilà l'image que vous avez donnée. Ça, c'est le bon temps des voitures de 1960, vous voyez. Parce que ça me sert beaucoup actuellement, cette image-là. Parce que j'ai eu en réunion publique, quand on proposait des réunions sur des aménagements, eh bien, les gens idéalisent un peu leur truc. Et du coup, là, vous voyez ce qu'on a fait à la place. C'est ça, là. Là, ça. Vous voyez la différence entre hier, 1960, et aujourd'hui. Là, plus de voiture, là, voiture. Alors, évidemment, les voitures peuvent aller de l'autre côté de la gare quand même. On a organisé ça. Mais là, on pouvait avoir ça des deux côtés de la gare. Hein, pas de problème. Alors, le piéton, là-dedans, on ne sait pas où il passait. Hein. Mais donc, du coup, j'avais une réunion publique un jour, et les gens me disaient « Ouais... vous exagérez, vous mettez trop de verre, et puis après on ne peut plus circuler, etc. etc. Et c'est là où j'ai sorti cette photo-là, je disais alors, je vais vous montrer une photo de la gare, et là du coup il a été un peu estomaqué, puis il s'est dit oui finalement la gare c'est quand même le bordel. Donc finalement on est toujours d'accord, on a encore le bordel, je vous rassure, mais on le voit moins, parce que les gens ils vont prendre le tramway plus facilement, le vélo maintenant c'est beaucoup plus simple, et puis voilà, on change un peu ce mode de transport, parce que de toute façon la ville n'est pas un endroit où tout le monde doit arriver en entonnoir, ce qu'on faisait avant, on mettait tous les autoroutes en ligne droite, tout était axé sur le centre, et tout arrivait, toi il y avait un coup de frein, et tout le monde arrivait en même temps de chaque côté. On imagine que ça ne pouvait pas durer, quoi. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé ici, et c'est plutôt réussi, et voilà d'autres projets qui sont en train de se faire, qui sont des transformations complètes de voirie, et des grands projets verts intérieurs. Image suivante. Voilà, donc la ville Arboretum, j'ai fait quelques images, parce que logiquement, on aurait dû avoir James Garnett qui était annoncé ici. Robert voulait que je vienne avec notre botaniste, arboriste du cimetière Arboretum Park. Et du coup, il devait vous parler de plantes un peu, etc. Alors, je vous ai mis quelques images de plantes, parce que je ne voudrais pas que les frustrer, mais vous ne saviez peut-être pas que James allait devenir. Oui. Mais je vais vous montrer quelques belles plantes quand même, parce que voilà, on est quand même dans une fête des plantes. C'est un peu quand même mon truc aussi, je vous l'ai dit, à travers le conservatoire des collections végétales spécialisées. Il y a de très belles plantes, bien évidemment. Le monde du végétal est absolument incroyable. Je vous présente le liquide lombard de Formose. Ceci, vous le voyez, même quand il givre, il prend des couleurs incroyables. Il peut même des fois rester rouge très longtemps cette année. Voilà le type de plante que l'on teste dans un arboretum et qu'ensuite on peut essayer de proposer dans la ville. Les magnolias, on a là aussi les collections nationales de magnolias. C'est des arbres intéressants, bien évidemment. On en a, je crois, quelque chose comme 350 variétés différentes. Donc on a une gamme hallucinante, tout simplement. Et à partir de là, c'est des choses qu'on peut intégrer dans la ville, y compris en aluminium. Image suivante, je pense que j'ai mis des photos. Voilà, vous voyez les magnolias que j'ai pu faire planter. Bon, bah là, c'est une des dernières réalisations que j'ai faites. Hein. Mais avant, on n'avait rien, quoi. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Évidemment, les fleurs sont importantes. Comme je le dis également souvent, ce que l'on fait, nous, c'est du spectacle vivant. C'est-à-dire que notre intervention en tant que paysagiste, jardinier, etc., c'est un spectacle culturel à part entière. Tout ce qu'on produit, c'est donc un spectacle vivant de qualité, avec des acteurs qui sont des végétaux la plupart du temps, qui sont des arbres, qui sont des fleurs, qui sont des arbustes, qui avec chez nous, sous nos climats, ont la chance en plus de changer de couleur de feuilles, de perdre leurs feuilles, etc. Donc si on fait un travail de qualité par rapport à ça, on a un public, c'est vous le public au passage, qui l'accepte tellement volontiers qu'avec ça, on a vu la fréquentation de nos jardins se décupler. Le jardin des plantes de Nantes, je le disais à vos élus là tout à l'heure, est passé de 800 000 visiteurs il y a 10 ans à 2 200 000 visiteurs cette année.
enfin vous voyez, enfin pas cette année, les années passées parce qu'il y a eu le Covid. Et donc, globalement, on a vraiment une attirance du public, on note aussi ici, mais c'est pour peu que le spectacle soit de qualité. Alors pour ça, on a des acteurs nombreux. Le Camélia, je l'aime beaucoup, donc je le montre. D'abord parce que là, la collection CCVS de Camélia, et puis parce que j'ai fait un livre sur le sujet, parce qu'on avait un congrès international du Camélia, et qu'il m'en reste 2 sur mon stand en bas, et qui sont à vendre à la modique somme de 30 €. Et il ne faut pas que j'en parte avec. Non, je peux même me retirer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et donc dans les plantes qu'on peut utiliser, ça c'est un chêne à feuilles de myrcine persistant que l'on avait testé au cimetière de Pâques. Et depuis qu'on l'a testé, on a constaté qu'il marchait plutôt bien. Et il est d'ailleurs multiplié maintenant, je crois, pépinière souple, qui ne doit pas être très loin de chez vous, qui l'ont terré. Et voilà des arbres qui vont peut-être être utiles en ville. Comme je vous l'ai dit, déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est la diversité, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va se passer au niveau réchauffement, c'est clair. Aujourd'hui, je dirais en ville en particulier, pas les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai entendu, il faudrait mettre que les essences locales. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste ? Si vous prenez le hêtre, il n'est pas très bien en ce moment. Si vous prenez le frêne, il n'est pas très bien non plus. L'orme, il a quasi disparu. Donc on va se retrouver vraiment à dire 3-4 essences. 3-4 essences en ville, c'est un risque majeur. À un moment, on peut prendre 3 ou 4 degrés de plus, ce qui change toute la gamme de ce qui va fonctionner. Et c'est-à-dire que c'est peut-être le chêne vert qui va marcher bien et chêne liège. J'en sais rien. Enfin, globalement, de toute façon, en mettant une diversité suffisamment large, il y aura plein d'avantages à ça. Résister mieux à ce qui va se passer demain. Froid ou chaud, je pense que ça va être plutôt chaud, j'ai l'impression quand même, on le voit encore aujourd'hui. Et puis les maladies évidemment. Et ça, les maladies. Si on a plein d'espèces différentes, et voilà. on a moins de risques. Le chancre du platane, c'était l'exemple. Le chancre s'est enfilé dans les platanes du midi parce qu'il y avait du platane et que du platane. Et je ne remets pas le platane en cause, c'est une bête de concours, vraiment. Il a résisté à des choses que d'autres n'auraient jamais résisté. Il se fait couper les branches, il se fait couper les racines, il supporte tout. Mais il y a quand même le chancre, etc. Et d'ailleurs, au passage, on arrive à contrôler chez nous parce que finalement, on n'a pas que du platane et c'est juste des groupes et du coup, on arrive à gérer assez bien. Image suivante. Alors, les arbres, évidemment, on les aime parce qu'ils font le spectacle lui aussi. Alors, pas les fleurs, on l'a vu, mais ça peut être les écorces, tout simplement. Alors, vous voyez un type d'arbre qu'on ne connaît pas bien mais qui est intéressant, c'est les arbousiers. Donc, on va rappeler que ça peut devenir des arbres, pourquoi pas. Je voulais vous montrer quelques images de référence comme celle-là. Alors après, évidemment, par rapport au climat, ici où vous êtes là, vous avez un peu plus froid que chez nous à Nantes, donc globalement, il faut faire des... Pardon ? Oui, on est d'accord. Donc, point de méfiance quand même, mais il n'empêche que... Voilà. Et je crois que j'ai terminé ce que j'avais à dire. Voilà. Écoutez, j'ai fini tout ce que j'avais à dire sur l'arbre... Non, j'ai pas fini. Image suivante, parce que Robert m'avait dit, il faut parler de ça aussi. C'est très court. Alors, juste pour vous dire qu'on n'est pas encore sans projet, mais qu'on a encore des choses qui vont arriver. Alors après vous avez monté un écran géant, on travaille sur un projet qui s'appelle l'Étoile verte des vallées nantaises. Donc voilà le logo. Elle va valoriser toutes les rivières qui convergent sur cette ville. Donc un fleuve, 8 rivières, 30 ruisseaux. Et à partir de là, on va voir l'image suivante. On met en place un schéma de promenade complet qui intègre des axes rentrants par les rivières et des circuits périphériques qu'on appelle la piste de l'Étoile. Et tout ça va déterminer des noms de vallées. On a travaillé avec Gilles Clément en particulier, que vous connaissez en tant que paysagiste pour certains. Chaque vallée va être dénommée en fonction de ses caractéristiques. La vallée en mouvement, la vallée bocage, la vallée miroir, etc. Tout ça est déjà défini. Tout ça va augurer de promenades importantes et de circuits piétons nombreux. Donc ça va tramer la ville aussi bien que, l'image suivante, trame le métro aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, on aura des promenades piétons, articulées, faciles. Le vélo sera accepté, mais en deux, c'est-à-dire que ça sera piéton, priorité piéton. Mais il n'empêche que vous voyez aussi là le changement de paradigme qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un schéma à l'équivalent d'un schéma de métro, mais qui parle seulement de se promener à pied ou à vélo. Mais ça, c'est l'avenir, c'est évident, parce que de toute façon, ça va nous arriver qu'un peu partout, il va falloir marcher un peu plus à pied, un peu plus à vélo. Ça tombe bien, on prend plutôt du vent, donc ça va nous permettre d'en perdre un peu. Mais globalement, il y a un bel avenir pour ça dans pas mal de villes. Donc on voit qu'on a un projet là aussi, qui est un projet structurant, et du coup, dans tout ça, on va valoriser ce qui est dedans. Donc je vous donne quelques clés, mais je ne vous donne pas tout parce qu'on ne l'a pas encore mis en place complètement, donc après on va se les faire piquer. Mais il n'empêche que, du coup, puisqu'on parlait des arbres, on a un projet pour valoriser les vénérables de l'Étoile, qui sont donc ces 500 arbres qui sont signalés, etc. Parmi d'autres choses qu'on va mettre en valeur dans ce territoire, qui globalement va valoriser un patrimoine complet. Rendez-vous en
25, c'est ça, pour découvrir tout ça et pour découvrir le livre que je suis en train d'écrire sur le sujet. Voilà, donc vous savez, même les prochains projets, et qui sont pris par d'autres que moi-même, puisque là, comme je vous l'ai dit, la transition est faite et est en cours, et tout ça va très bien se passer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis content, on l'a multiplié par 5 la fréquentation. Je ne sais pas comment vous avez fait avec vos portables, là, les 5 premiers, mais bravo, vous méritez des applaudissements. Merci. Alors vous pouvez poser des questions, hein. Vous pouvez réagir, il n'y a pas de problème. Hein. Je voudrais poser une question. Est-ce que c'est valable, les petites villes ont-elles l'obligation de faire quelques petits espaces à l'intérieur des villes actuellement, et donnent-elles des subventions si on leur donne un petit terrain? Alors les villes, elles font ce qu'elles veulent en fait, pratiquement en France. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent mettre en action une politique plus ou moins active de déminéralisation de la ville, ce que je dis là. C'est plutôt tendance en ce moment parce qu'on sent quand même que les élections, les thèmes qui ressortent sont quand même de tendance plus végétale qu'avant, quand même, on peut le dire. Donc du coup, on voit quand même pas mal aujourd'hui de situations où dans les écoles on dit... on a quand même mis aussi beaucoup de bitume dans les écoles. Hein. Donc tout ça, ça vient. Et dans les rues aussi, dans la rue chez nous, là, on a repris la rue, on a diminué pour les voitures aussi, parce qu'on trouvait qu'elles allaient trop vite, ça tombe bien, comme ça fait de la place pour planter sur les côtés. Et puis, on ouvre à façon, on avait mis des trucs dans les boîtes aux lettres des gens, disant, si vous voulez, on découpe une bande le long de votre truc. Alors, tout le monde l'a pas pris. 1 sur 2, à peu près, 1 sur 3, et on a découpé, et chacun va planter. Ce qui est bien, c'est que du coup, les gens qui avaient envie, on le faisait, puis s'ils n'avaient pas envie, ils gardaient leur beau bitume qui leur plaît tant. Mais finalement, ça change quand même pas mal l'allure de la rue, au passage. Et ça, on l'a fait, mais Lyon l'a fait, qui s'appelle les fissures de la ville, ou quelque chose comme ça. Ça vient. Mais c'est quand même, au départ, les villes elles-mêmes, c'est-à-dire les élus, les gens qui sont avec eux, qui peuvent prendre ces décisions-là. Mais honnêtement, le verre coûte beaucoup moins cher que le minéral, hein. Donc il faut y aller, il faut leur dire ça, parce que j'ai plein d'exemples qui l'ont montré. Et heureusement que maintenant le bitume est cher, parce que j'ai vu des espaces des fois où on a réussi à passer en second temps. Moi, j'ai un souvenir même à Nantes qui s'appelle Mémorial de l'esclavage, il y a un artiste ultime japonais qui s'appelle Wodishko. Il voulait du minéral parce que c'était un mémorial de l'esclavage, il fallait que ça soit noir, black, tout. On dit mais non, on est au bord de la Loire là-dessus, c'est pas possible. Il faut que ça soit noir, on va mettre des beaux matériaux, du granit, machin, mais non, on ne veut pas. Enfin, voilà. Sauf qu'il avançait sur son chantier. Puis il a fait la facture finale, c'était, je ne sais plus, 6 millions d'euros. Coup de bol, il fallait mettre 4 millions. Et du coup, on est venu nous voir en disant, mais si on mettait du verre, 4 millions. Donc on a réussi comme ça. Mais des fois, vous voyez, c'est par des jeux comme celui-là, parce qu'il y a quand même des fois encore, la tentation du noir, elle existe encore, hein, mais pas trop du côté des gens qui les habitent, finalement. Parce qu'on voit bien que là, on en souffre un peu. C'est ça qui fait chaud. Mais voilà, et puis en plus il fait chaud. Alors maintenant, ça va encore plus aller dans ce sens-là, parce que ça va devenir insupportable. Des villes qu'on fait monter de 4 à 5 degrés, ça sera insupportable. Non, puis surtout, c'est quand même beaucoup plus agréable. On a pas un exemple. Hein. Si vous allez à Nantes, je vous invite à visiter nos jardins. Je pense qu'ils sont quand même sympas. Il y a un jardin, j'aurais pu montrer la photo, qui s'appelle Jungle Intérieur, qui est fait par un privé, qui s'appelle Evor. Il a transformé une cour d'immeuble qui était entièrement en béton en une jungle. Il a mis 10 ans à faire ça, c'est spectaculaire. Il donne du bonheur à tous les gens autour, gracieusement, parce que c'est un truc collectif privé, mais il arrose, il entretient. Et ce qu'il a fait là, mais ça serait... Il mériterait d'abord de la Légion d'honneur. Non, je sais pas, moi je la donne pour ça, mais voilà. Et franchement, ce qu'il a fait, c'est super, parce que au moment du Covid, les gens, au lieu d'avoir du béton partout autour, ils ont maintenant du verre, des oiseaux qui chantent, etc. Il y a plein de messages qu'ils reçoivent, les gens... bravo, merci, voilà. Donc on voit bien qu'un gars tout seul, il a réussi à bouger tout seul tout son quartier. Maintenant, c'est bien aussi qu'on lui donne un petit coup de main derrière, parce que sinon, c'est pas toujours pérenne. Donc voilà, on peut bouger des choses sur cet aspect des choses. Oui, la déminéralisation de la ville a un gros avenir. Hein. Vous pouvez monter des entreprises de déminéralisation, je vous assure qu'il y a un énorme marché. Énorme marché. Là, je ne plaisante pas. Tout l'argent qu'on mettait à faire du bitume, on va le mettre à enlever le bitume maintenant. Et pour plein de raisons, pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Vous ne pouvez pas conseiller la municipalité à Marseille, parce qu'elle ne résiste pas à la pression immobilière. J'habite un quartier où il y avait un petit jardin avec une église. L'église a voulu faire un bâtiment. Il y avait 10 magnifiques platanes, alors qu'on voit que les platanes, tous les autres qui étaient le long des avenues, ils étaient malades, ils avaient été obligés d'être coupés. Ah oui, ça a été dur.
Alors, j'ai assisté à cet j'ai arrachage de 6 platanes sans rien pouvoir faire. J'ai deux positions un peu différentes, et du coup, j'ai abattu des platanes moi-même. Je m'en confesse. Mais à chaque fois, quand on l'a fait et qu'on l'a validé, c'est qu'on pensait que demain, ça serait beaucoup mieux. Donc on l'a fait en centre-ville de Nantes en particulier, vous avez des promenades plantées, etc. C'est-à-dire que le platane, c'était l'art de la voirie. C'est-à-dire qu'en gros, vous plantiez ces platanes on pouvait bien les aligner parce qu'ils résistaient à tout, et qu'on les mettait là pour que les voitures puissent aller plus vite, toujours plus vite. Donc ça, pour moi, c'est l'art de la voirie, si vous voulez. Et quand on se retrouve à réaménager la ville, comme on l'a fait avec des grands plateaux piétons, avec des bassins, avec une ville arboretum, nos platanes un peu alignés nous foutent le bourdon un peu quelque part. Donc là, en centre-ville, on a battu quelques platanes. On s'est fait engueuler. Hein. Aujourd'hui, maintenant que c'est fini, je veux dire, il n'y a plus personne qui nous engueule. On a replanté des arbres diversifiés, des Quercus meximifolia, de magnifiques arbres qui font des couleurs automnales, qui sont en train de pousser. Et là où il y avait 10 malheureux platanes qui s'alignaient, maintenant j'en ai planté 100. Et là, le bilan il est positif. Et là, c'est bon. C'est pour ça que, point de prudence, parce que tout dépend quel est l'objectif. Par contre, si ces 10 platanes magnifiques, malgré tout, et vivants, c'est pour ensuite nous remettre encore une couche de bitume, l'affaire est proprement scandaleuse. À Marseille en plus. Qui est, je dis, les champions du monde de la minéralisation. Ça, de France. Je n'ai pas fait le monde entier, donc j'imagine que dans certains endroits à Beyrouth, on a à peu près des situations comparables. Ouais. Et c'est marrant, ça bouge pas beaucoup, je suis d'accord. Alors que Marseille est quand même très belle. Alors c'est le problème de Marseille. Marseille est une belle ville. Parce que globalement, ils ont un site exceptionnel, des calanques fantastiques, une mer magnifique. Mais heureusement que Marseille rate son coup, parce que nous, Nantes, qui n'avons pas la mer bleue ni la montagne, on arrive quand même à augmenter notre tourisme, donc grâce à ça. Si un jour Marseille se mettait en plus à faire de jolis espaces verts, la ville elle serait plus attractive que toutes les autres. Donc ils continuent comme ça, c'est très bien, ça rééquilibre les choses, puisqu'ils ont un joyau malgré tout, qui sont plutôt salopés les uns après les autres. On est d'accord. Je suis un peu dur, hein, je suis pas à Marseille. Maintenant, c'est ça. Jusqu'à présent encore, parce que moi je viens juste de déménager dans un endroit qu'on appelle un village, c'est vers le 8e, ça s'appelle Sainte-Anne. Ouais. Il y avait des petites églises, il y avait un grand parc, il y avait un truc de la LGEN, ils viennent de mettre 6 immeubles qu'ils ont vendus comme des immeubles de luxe. Les immeubles seront l'un à côté de l'autre, comme ça, face à face. Et il y a des tranchées de 10 mètres en profondeur, donc le peu d'arbres qui va rester au bord, je ne sais pas comment ils vont vivre avec leurs racines. La petite place sur l'église, voilà, aussi pour le gars qui a le bistrot à bétonner. Ça va bouger, je vous rassure. Ça va bouger parce que peut-être dans 50 ans. Non, mais je crois qu'il manque en plus. C'est vraiment en retard. Je le dis vraiment parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vais parler des paysagistes. Chez nous, les paysagistes construisent la ville. C'est-à-dire que tous les quartiers que vous voyez nouveaux qu'on fait actuellement en train de le dire, c'est des paysagistes qui les font. Et derrière, ils font travailler des urbanistes. Ça a inversé totalement les choses. Les villes se construisaient avec des urbanistes qui prenaient des paysagistes qui avaient juste en fait 4 fosses à la fois pour planter 5 arbres. Non, maintenant c'est l'inverse. Vous avez des agences qui arrivent qui disent maintenant nous on fait la trame, on l'aménage, et maintenant les urbanistes, il vous reste ça. Et là vous pouvez jouer et faire tout ce que vous voulez dedans. Ça change tout, hein, c'est révolutionnaire quelque part. Mais il n'empêche que c'est pas une invention récente. New York s'est fait avec Central Park, etc., ou Chicago, avec Lowell Olmsted qui était un paysagiste et qui avait dit au départ on fait un plan masse, et au Boston en particulier, je fais une grande coulée verte périphérique qui s'appelle le collier d'Emeraude, et après on met les immeubles dedans. Donc, je veux dire, au 19e siècle déjà, on savait que des paysagistes pouvaient organiser une ville plutôt mieux pour en faire une ville à vivre que d'autres. Et ça, c'est une chose qui va être flagrante parce que malgré tout, on voit bien tout ce qu'on a fait là. Je vous ai montré la gare et tout ça. Le succès est énorme, même si ça circule moins bien. Je dis, ça circulait déjà moins bien avant. Donc globalement, justement, à nous d'être vigilants pour qu'au moins on arrive confortablement en tramway, qu'il y avait suffisamment, qu'on soit passé comme des sardines. Ce que j'ai vu par exemple à Nancy il y a pas de jours, c'était épouvantable, on ne pouvait pas circuler dedans. Donc voilà, donc il faut faire le jeu en même temps. C'est-à-dire qu'il faut donner les moyens de transport alternatifs convenables qui fonctionnent. Et à ce moment-là, la voiture, on la laisse en périphérie. Ah non, mais non, on peut pas. Quand on arrive à des agglos qui font comme nous 600 000 habitants, bon, vous mettez 600 000 bagnoles, on sait très bien, vous bloquez tout. Donc voilà. Donc de toute façon, il fallait bouger, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut proposer des choses en alternative. Les transports soient adaptés. Il faut complètement adapter, faire des plateformes qui permettent de poser ces voitures et ensuite de réintégrer les villes très vite. Mais ça se fait. Paris est un exemple pour ça.
Mais les tramways. Ils bougent des choses. Les tramways. Ils bougent des choses. Ouais, ils se font bien blacklistés aussi par les chauffeurs de taxi. Mais pourtant, Paris, c'est pareil. Il faut l'asphyxier, on sait bien. Mais Nantes, mais Paris, mais Lyon, mais tout. Les tramways, plein de tramways au début du XXe siècle. On les a enlevés. Là, on fait que les remettre. En fait. Oui. On les ramène. Là, ils auraient... Oui, c'est pareil, parce que dans la victoire glorieuse, le tramway, c'était un truc débile. C'était débile, c'était dangereux, mais on les a retirés en se disant place au bagnole. Donc à un moment, on a donné des cartes blanches à un point qu'on n'imagine même pas. Je vous dis, dans 20 ans ou 30 ans, on en rigolera dans les écoles, je suis sûr, parce que de voir ces images que je vous ai montrées là, j'en ai plein. Et alors c'est assez drôle de voir ces images de 1930, 1990, des bouquins là-dessus, c'est toujours mieux en 1930 en gros, parce qu'il y avait des chevaux, les gens ils avaient la place pour eux, et après oui, des voitures partout. Et là, peut-être que dans 30 ans, on aura d'autres images qui nous ramèneront à un équilibre logique entre les choses. Hein. C'est plus une question d'équilibre. Là, on était à 95% pour des véhicules avec des pneus. En gros, c'est ça qui gouvernait tout. Et accessoirement, de temps en temps, vous les piétons, nous les piétons, les cyclistes, voilà. Sauf que les gens, ils ont besoin de plus de ça. Hein. On voit bien. Et puis quand on ouvre des espaces verts en centre-ville, etc., les jeunes, ils pètent les pelouses, ils sont partout. Je ne vais pas montrer d'autres images, mais on a fait des choses. On a transformé des parkings en spot pour les jeunes en bord de rivière. Alors, le bord de rivière en particulier, vraiment. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose là, à chaque fois c'est un miracle. Hein. Le quai des plantes que je vous ai montré, on a fait une espèce de café dans des simples Algeco, voilà. Mais c'est blindé de monde. On a fait ça dans la préfecture aussi. On a fait aussi une espèce de café sympa, etc. Provisoire. Mais on sert des bières à tonneaux et en plus on leur paye l'aménagement avec les bières. Donc globalement, on a équilibré le truc. Quoi. Donc, non, parce que les gens ils adorent ça. Eau, soleil, un peu d'arbres par-dessus. Il n'y a pas mieux au monde. Hein. Et vous avez ça dans beaucoup de villes et souvent tout le monde ne le révèle pas. Voilà. Donc il y a plein d'endroits à révéler en fait. Plein d'endroits à révéler, un peu partout. Partout. Maintenant, quand je suis arrivé dans le village dont j'ai parlé tout à l'heure, tout de suite, on a envie de se dire, voilà, il y a des choses top là, et puis après, il y a des petits moments de bonheur. Hein, quand même. Donc, là, la Fayette, je suis passé derrière, là, là, en arrivant, il y a des jolis petits endroits de bonheur, hein, c'est vrai quand même. Voilà. Heureusement, il reste encore des choses. C'est très vulnérable. Où ça? Je veux dire, ils peuvent passer au puits aussi. Il y a des nouveaux quartiers qui viennent se construire. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert au milieu des nouveaux quartiers. Et pourtant, c'est populaire. Et c'est important d'être populaire si on veut survivre électoralement. C'est ce que je dis aux élus. D'imperméabilisation des sols aussi. Oui, oui, par rapport à ça, c'est sûr que tout va ensemble, c'est-à-dire que l'eau s'évacue très vite, l'eau ne reste pas, on inonde, etc. Oui, mais c'est un cercle complètement vicieux. Et puis, quand on voit les surfaces qu'on minéralise par an, théoriquement, je ne sais plus en quelle année, à la vitesse où on allait, il fallait, dans 100 ans, on n'a plus un verre, on n'a plus rien. On a tout, la vitesse où on va, on aura tout minéralisé. Donc il faut vraiment ralentir le rythme, c'est sûr. Ce qui est le plus malin, parce que globalement, je vous dis, il y en a du bitume qui servent à rien. Vraiment beaucoup. Et quand j'ai du bitume, béton, bitume, ce que vous voulez, hein. Il y en a beaucoup. Vous allez en découvrir. Il y a un jeu, trouve-moi du bitume, ça se fera de la merde. Trouve-moi du bitume qui sert à rien. Et les enfants, vous allez mettre là-dessus, vous allez vous en prendre un paquet. Voilà. Des quoi? Ah oui, alors ça c'est une bonne question, ça sur un autre truc, mais c'est hyper tendance et c'est bien, parce que moi quand il y a 20 ans j'ai proposé de faire des stations gourmandes en ville, parce que je suis gourmand, donc j'avais dit aux gars, vous allez me faire 3000 arbres fruitiers, on va les mettre en ville. À l'époque, ils vont tous regarder en disant des arbres fruitiers, ça va pas, les gens ils vont casser les branches, les fruits vont tomber, ils vont nous engueuler, etc. Vous voulez pas? Comme le disait mon prédécesseur, qui disait la même chose, j'étais formé par mon prédécesseur. C'est ne plantez surtout pas d'arbres fruitiers, vraiment, non, mettez-moi des arbres à fleurs, des cerisiers à fleurs, mais pas à fruits, quoi. Et donc, on l'a fait quand même, on a planté les 3000 fruitiers. Et les 3000 fruitiers, incroyables, ils sont encore là. Parce que les gens, d'accord, ils mangent des fruits quand ils sont verts. Oui, mais ils mangent des fruits quand ils sont verts. Mais ils les mangent. Alors, donc, c'est quoi votre problème? Ah oui, mais c'est des fois les étrangers qui les mangent. Mais on s'en fout, ils les mangent. Non, mais j'ai entendu tout ça, si vous voulez. Et puis quand vous en mettez beaucoup, il y a un moment, ils en mangent verts, mais on commence à avoir des murs aussi. Donc il y a une question de quantité. Et là, en ce moment, on voit un vrai mouvement qui s'appelle les fruitiers dans la cité. Il y aura des assises à Nantes pour ceux qui s'intéressent au mois de septembre de l'année prochaine sur le sujet. Je pense que ce sera de belles assises. Au parc qui va se passer sur Nantes, sur ce sujet-là. On sent qu'il y a une vraie émulation là-dessus. Parce qu'au moment où on nous dit qu'il faut planter des arbres et qu'on va planter des millions d'arbres partout,
comme je le dis aussi à la ville de Bordeaux, je vais leur dire la semaine prochaine ou dans 15 jours où je suis invité, mettez-les pas dans la forêt. Les gens, ils n'ont pas demandé à habiter dans les forêts. Vous êtes tous des animaux de lisière. Donc vous avez envie de la forêt pour aller chasser, pour aller vous promener. Et quand il faut vivre au quotidien, vous aimez bien aussi voir arriver l'ennemi, vos amis aussi. Voilà, mais donc la forêt, je sais bien, parce que moi, les réclamations pour des branches qui cachent, qui font de la lumière en ville, etc., j'en ai beaucoup. Et légitime, des fois que vous avez un appartement, vous avez la vue, puis que vous avez les branches qui vous font la nuit tous les jours, vous avez la lumière électrique. On peut dire qu'on n'a peut-être pas bien fait la plantation, pas bien choisi la plantation. Donc ça, je l'ai entendu tellement souvent. On a vu de telles erreurs, des tilleuls argentés plantés à 2 mètres des façades. C'est débile. On sait qu'un tilleul argenté, c'est le plus gros des tilleuls. On met le plus gros juste à côté à 2 mètres. Et quelqu'un comme ça, il y a des tilleuls. Alors évidemment, après, il y a des totems. Quand on taille des totems, ça nous coûte plus très cher. Donc le fruitier, l'avantage, c'est qu'il n'est pas très grand, en général. Donc quand vous plantez des fruitiers, on a des chances pour que ces végétaux-là, on n'ait pas trop besoin de les élaguer, justement. Ça donne des fruits et ça marche plutôt pas mal. J'ai vu, on était avec une association avec mon épouse il n'y a pas longtemps, j'avais fait ça dans un square qui s'appelle le square de l'Enmay, participatif, etc. À l'époque, on avait fait un premier verger dans la ville et les gens, ils m'ont invité là pour les 20 ans. On était là-bas et je leur demandais, les arbres sont beaux, dans un petit square de centre-ville, ils sont très beaux. Et j'ai mis, ils vont récolter, on a fait 30 kilos d'abricots dans celui-là et là on a fait 20 kilos de pêche en centre-ville. Et du coup, on arrive à avoir des fruits, il n'y a pas de problème. Évidemment que c'est un angle d'acceptation énorme parce qu'on aura à la fois l'ombre et dans mon propre jardin, on le sait, quand j'ai construit ma maison, il y avait un pommier et j'ai construit la maison autour du pommier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me fait de l'ombre au bon moment, etc. Enfin, il est exactement à la bonne dimension. Je ne vais pas monter ma maison, mais franchement, c'est l'arbre idéal. Et on n'a jamais acheté de store ni de banne. Il fait le boulot et quand on a besoin de soleil l'hiver, là, hop, il s'ouvre et on voit les fleurs qui arrivent, puis les pommes, etc. C'est un spectacle vivant à lui tout seul. Donc voilà. Donc le verger en ville, ça à sa place, c'est vraiment une bonne idée. Après, les Anglais l'ont déjà montré, hein, les incroyables comestibles l'ont fait et ça marche très bien même avec des grandes quantités. Allez-y, pas de souci. Je comprends bien, avec un badge comme ça dans le dos, vous avez sûrement des gens à servir. Mais oui, fruitier, il y a de l'avenir et il va s'en planter beaucoup. Ça c'est évident. Parce que quand il faudra planter 1 million d'arbres, je pense que je mettrais beaucoup de fruitiers. Parce que sinon, si vous mettez 1 million de platanes ou 1 million de chênes ou 1 million de hêtres dans une ville, je peux vous dire que nous, qui avons 300 000 arbres à Nantes, et pourtant on se dit c'est bien vert, avec 1 million, il n'y a plus un gramme de lumière qui passe à Bordeaux. Enfin, je plaisante à peine. C'est-à-dire que, donc, heureusement, on a une gamme végétale incroyable, donc ils vont pouvoir jouer là-dedans, etc. Et c'est ce qu'on va leur aider à. Enfin, c'est peu de temps que j'aurai avec eux, éventuellement, pas tout seul, hein, mais. Voilà, il faut les orienter. Bon, ce qui est bien, c'est au moins il y a une volonté de planter. Donc globalement, on va prendre le positif de l'affaire. Et donc on sent bien aussi cette volonté de revenir en arrière de situations un peu bloquées dans pas mal d'endroits. Hein. C'est clair. Et à Marseille en particulier. Donc c'est vrai qu'à Marseille, 1 million, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lancer le truc. 1 million d'arbres pour Marseille. Non, 1 million 1. Parce que il faut faire plus que Bordeaux. C'est ça. Mieux qu'à Bordeaux, 1 million 100 000. Voilà. Alors, votre prochain slogan que vous allez vous présenter comme maire de Marseille. Ce sera votre prochain slogan que vous allez vous présenter maire de Marseille. On va voter pour vous. Moi, non. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que, quand je discute un peu avec, je m'aperçois de le. Bon, c'est la voiture, quoi, voilà. Et puis, même les gens. L'autre jour, je passais dans la rue et quand j'ai vu les trucs détruits, alors en fait, c'était un architecte, il me dit ah ben vous savez, il faut qu'on construise parce qu'il n'y a pas assez de logements. Je lui disais mais attendez, oui d'accord, mais on peut pas penser un peu comme il faut parce que. Ouais. Bon, vous savez bien que c'est la corruption et que la pression. Ah bon? La pression des constructeurs immobiliers est énorme. C'est pas que dans l'émission à la télé Plus belle la vie. Je crois que c'était que du roman, moi. Comment? Je sais pas, je dis ça, je regarde jamais Plus belle la vie. Bah, j'imagine qu'on doit en parler. On doit en parler. Non mais bon, ça a un peu changé, mais si vous voulez, c'est difficile à faire passer. Et je crois que l'autre jour, j'étais dans le quartier de Noailles, là, où il y a eu la démolition, vous savez. Oui. Bon, écoutez, des élus députés qui disaient on va demander le droit au logement. Mais le droit au logement, il existe dans la Constitution. En fait, les jeunes de 30 ans qui se présentent pour être. Il y a un manque d'expertise, quoi. C'est pour ça que je vous dis, si vous saviez le projet, cherchez-le, le projet de Madame Vassal. Qui était, quand j'ai vu ça, vers le jardin d'Aurélie, il y a encore un beau jardin avec un parc hippodrome derrière l'hippodrome. Elle voulait faire une esplanade
Donc qui couvrait le jardin, parce que comme ça on allait du centre-ville au bord de mer, sans passer par les rues du bord de mer. Donc le jardin Borelli, il était à moitié détruit. Bonne idée. Parce que Voilà. déjà, il y a un peu trop de jardins à Marseille, donc je trouve que l'idée par deux. Voilà l'idée de Madame. Ils sont déjà à je sais plus, 1 mètre carré par habitant, oui, avec 50 cm², ça va suffire. Voilà, donc je pense que C'est la vilaine plaisanterie, mais c'est vrai que c'est un truc incroyable. Et vous savez, c'est un combat permanent aussi, hein, parce que même à Nantes, où je suis, où quand même, on est bien supporté par le public, quand même. Je veux dire, globalement, on a réussi à former des jeunes, à former des gens. On a fait beaucoup d'éducation scolaire. Ça fait des dizaines d'années qu'on fait ça, et on est quand même bien supporté. Ça, c'était un élément important aussi, parce que voilà, ça fait quand même un forme de contre-pouvoir. Mais même là encore, il y a des programmes qui changent. Alors aujourd'hui, on est très content de présenter un jardin qui s'appelle le Jardin Extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez pas vu, mais il est vraiment bien. Il a une cascade, il est très beau, il a une carrière au centre-ville. Mais il y a encore seulement 7 ans, il était prévu en aménagement avec des tours. Hein. Et il a fallu que je fasse intervenir un monsieur qui s'appelle Gilles Clément, qui passait comme par hasard dans le surfeur et qui, comme par hasard, a pu saluer la nouvelle mer qui arrivait pour faire inverser le truc. Hein. Mais ça se joue des fois à pas grand-chose. Hein. Il faut aller là. Voilà. Alors, à la place, devant l'immeuble, moi j'habite un immeuble qui vient de s'être construit, un petit immeuble, mais enfin bon, il place l'arbre qu'on appelle. Allez-y, hein, parce que là, on est à Marseille, là. Des nimes. Un arbre, c'est quoi? Le nîmes. Oui. Alors, ce qu'on appelle le nîmes, c'est le Mélia azédarac, je pense. Ah oui. Avec lequel on fait l'essence de NEM, N-E-E-M. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, il y en a beaucoup en Inde, j'en ai vu beaucoup en Inde. Oui, c'est le lilas des Indes. Voilà, C'est le lilas des Indes. Enfin, c'est un des lilas des Indes, parce qu'il y en a Il deux. fleurit pas celui-là. Enfin, il fleurit blanc. Il fleurit légèrement en bleu. Et il a surtout beaucoup de fruits qui grainent beaucoup dans Oui, c'est ça fait des graines qui descendent. Et il est très toxique. Alors, Oui, voilà, parce que avec les graines, vous faites de l'insecticide très efficace. Oui, tout à fait, avec l'essence de NEM, là, c'est ça. Tout à fait. Ça peut s'utiliser d'ailleurs. Mélia azédarac, oui. C'est très parfumé. Oui, Intéressant. Oui, c'est Voilà. intéressant. Bon, bah Et voilà. les gens se plaignent à cause des graines. À bientôt, merci de votre présence. Ben oui, donc vous avez passé une grosse journée, vous êtes fatigué ce soir.